Si tu joues cette chanson, je te donne ma voiture, cria Tyler Blackstone, pointant la Tesla Model S plaid rouge garée à quelques mètres de là, tandis qu'il se moquait de l'homme noir assis sur le trottoir de Bourbon Street, à la Nouvelle-Orléans. La voiture valait plus de 130 000 $. Le mendiant ne broncha pas. William Carter, 45 ans, avait vu bien des choses en 3 ans de vie dans les rues de la ville, mais il n'aurait jamais imaginé qu'un banal jeudi se transformerait en un jour capable de tout changer. Ses doigts calleux tenaient une guitare usée, marquée par le temps comme un instrument ayant survécu à une guerre, mais dont le son conservait une pureté qui faisait s'arrêter les touristes. Tyler, 22 ans, était l'héritier typique d'une fortune familiale douteuse. Son père possédait une chaîne de magasins d'instruments de musique qui dominait le sud des États-Unis, et Tyler n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Entouré de 3 amis aussi privilégiés que lui, il gesticulait avec arrogance, exhibant une Rolex qui valait plus qu'1 an de salaire pour la plupart des gens. « Regardez-moi ce type », lança Tyler en riant assez fort pour que William l'entende. « Je parie qu'il ne sait même pas lire une partition. Il veut se faire de l'argent facile avec sa musique de mendiant. » Ce que Tyler ignorait, c'est que William Carter n'était pas à la rue par manque de talent ni à cause d'une dépendance. 3 ans plus tôt, il avait tout perdu en une seule nuit. Carrière, famille, réputation, à cause d'une fausse accusation qui avait détruit sa vie en quelques heures. Mais certains dons, une fois acquis, ne disparaissent jamais vraiment. « Choisis une chanson, n'importe laquelle », dit continua Tyler, s'avançant avec un sourire cruel. « Si tu la joues parfaitement, tu gagnes ma Tesla. Mais si tu échoues, tu promets de ne plus jamais venir traîner à ce coin de rue pour déranger les braves gens. » William leva enfin les yeux, révélant un regard d'une profondeur insoupçonnée. « N'importe quelle chanson ?» demanda-t-il calmement, en contraste total avec l'énergie agressive du jeune homme. « N'importe laquelle » confirma Tyler avec assurance. « Mais je vais en choisir une que tu ne pourras jamais jouer. Que dirais-tu d'Asturias d'Albéniz ?» La version complète sans aucune erreur. Les quelques musiciens de rue alentour s'immobilisèrent. Asturias faisait partie des pièces les plus exigeantes du répertoire de guitare classique, réclamant des années d'études et une technique irréprochable. Un choix cruel pour n'importe quel guitariste, a fortiori pour quelqu'un qui vivait apparemment dehors. William esquissa alors son premier sourire depuis le début de l'échange, un sourire chargé de secrets que Tyler allait bientôt découvrir à ses dépens. Ses doigts se placèrent sur les cordes avec une précision qui fit froncer les sourcils de plusieurs spectateurs, certains reconnaissant instinctivement la maîtrise du geste. Si tu commences à penser que cette histoire va bien au-delà d'un simple pari entre un héritier arrogant et un mendiant, tu as raison, car ce que Tyler ignorait, c'est qu'il venait de défier un homme dont le passé était intimement lié au monde qu'il croyait dominer. La foule grossissait rapidement autour d'eux. Les touristes sortirent leur téléphone, les musiciens de rue s'arrêtèrent de jouer et même quelques habitants approchaient, attirés par la tension dramatique de la scène. Tyler se nourrissait de cette attention, expliquant haut et fort à quiconque voulait l'entendre qu'il allait donner une leçon aux mendiants. « Asturias est impossible à jouer sans des années de conservatoire », déclara-t-il, assez fort pour que toute la rue l'entende. « Mon père a payé 80 000 $ de cours particuliers pour que je puisse en jouer la moitié correctement et j'ai commencé à 6 ans. » William ajusta sa guitare, testant discrètement la tension des cordes. L'instrument était usé, vernis écaillé, table fendue, cordes vieilles de plusieurs mois. Mais la manière dont il le tenait fit échanger des regards perplexes à certains musiciens. « Tu sais ce qui m'amuse le plus ?» reprit Tyler, s'approchant encore. « Vous autres, vous croyez toujours que la musique, c'est juste du feeling et de l'âme, mais la vraie musique classique, c'est la technique, la discipline, l'éducation, des choses qui s'achètent, pas qu'on improvise dans la rue. » Cette phrase heurta William comme une gifle. 3 ans plus tôt, il était le docteur William Carter, professeur titulaire d'interprétation musicale à l'université Tulane, titulaire de 2 maîtrises et d'un doctorat en musique classique. Sa spécialité, la guitare baroque et Renaissance, notamment les œuvres de compositeurs espagnols comme Albéniz. Il avait consacré 20 ans à cette université, bâti l'un des meilleurs programmes de guitare classique du sud des États-Unis. Ses étudiants remportèrent des concours internationaux. Ses enregistrements d'Albéniz étaient des références académiques. Il incarnait précisément le type de musicien que Tyler prétendait admirer. Jusqu'à la nuit où tout s'était effondré. « Eh bien, dit William calmement, voyons si le feeling et l'âme suffisent. » Tyler éclata de rire, se tournant vers ses amis. « Vous entendez ? Il croit vraiment qu'il peut y arriver. » Il sortit son téléphone et commença à filmer. « Les gars, vous n'allez pas croire ce que vous allez voir. Un mendiant qui pense pouvoir jouer de la vraie musique classique. » Ce que Tyler ignorait encore, c'est que William n'avait pas perdu sa carrière universitaire par incompétence, mais parce qu'il avait refusé d'accepter les pots de vin de riches parents qui voulaient acheter la réussite de leurs enfants médiocres.
Une fausse plainte anonyme pour comportement inapproprié envers des étudiantes avait suffi à détruire 20 ans de réputation. Sans les moyens de se défendre face à des avocats coûteux, William avait tout perdu. Emploi, maison, économie, et même le lien avec sa fille, convaincu par son ex-femme que les accusations étaient vraies. « Je parie que tu ne sais même pas accorder cette guitare », ricana Tyler en s'approchant encore. « Et si on pimente un peu? Si tu échoues, et tu échoueras, non seulement tu dégages de ce coin, mais tu me dois 500 $ pour les 10 minutes que tu m'as fait perdre. » Les muscles du cou de William se tendirent, mais sa voix resta posée. « Et si je joue toute la pièce sans la moindre erreur? »« Impossible, répondit Tyler aussitôt. Mais si tu y arrives, ce que tu ne feras pas. En plus de la Tesla, je publierai sur mes réseaux que je me suis trompé sur toi. » Tyler avait 200 000 abonnés sur Instagram et TikTok, où il publiait souvent des vidéos de sa vie luxueuse et ses opinions sur qui méritait vraiment la réussite. Des excuses publiques de sa part seraient vues par des centaines de milliers de personnes. William regarda les clés de la Tesla que Tyler agitait d'un air provocateur, puis le téléphone qui filmait, et enfin la foule qui s'amassait. Pour la première fois en 3 ans, il ne vit pas seulement une autre journée à tenter de survivre dans la rue. Il vit une opportunité. « J'accepte », dit William. Ses doigts trouvèrent d'instinct la position de départ de la pièce d'Albéniz. Ce que Tyler ne voyait pas, aveuglé par son arrogance, c'est que chaque mot cruel qu'il prononçait réveillait en William quelque chose de longtemps endormi. Non seulement son talent, mais une détermination forgée par 3 ans d'injustice, transformée en une force bien plus dangereuse que le talent seul. Car parfois, lorsqu'on a tout perdu, on découvre qu'on n'a plus rien à perdre. Et les gens qui n'ont plus rien à perdre sont les plus dangereux de tous, surtout lorsqu'ils possèdent une ou des dons que le monde a essayé de leur faire oublier. William posa la guitare abîmée sur ses genoux, ses doigts retrouvant naturellement les positions qu'il avait enseignées pendant 20 ans. Le premier accord d'Asturias résonna sur Bourbon Street avec une clarté telle que plusieurs conversations s'interrompirent. Ce son n'aurait pas dû sortir d'un instrument aussi usé. Et pourtant, chaque note vibrait avec une précision qui fit échanger des regards surpris aux musiciens présents. Tyler, qui s'attendait à entendre des fausses notes maladroites, ressentit pour la première fois un léger malaise. « Attends une minute », dit-il en interrompant après 8 mesures. « Cette guitare a été modifiée, c'est pas possible. Personne ne sort un son pareil d'un instrument aussi vieux. » William s'arrêta, leva calmement les yeux. « Vous voulez examiner l'instrument ?» Tyler s'approcha et l'inspecta brutalement, le tournant dans tous les sens à la recherche d'un dispositif caché, d'un trucage. Il ne trouva que du bois usé, des cordes rouillées et des cicatrices laissées par des années d'usage. « Il y a forcément une astuce, grogna-t-il, en rendant la guitare à contre-cœur. « Continue, mais je veux te voir jouer la partie rapide sans rater une seule note. » C'est alors qu'une voix familière perça la tension de l'air. « William? William Carter ?» Un homme noir d'une 50aine d'années, élégamment vêtu, s'approchait de la foule. C'était le professeur Marcus Thompson, directeur du département de musique de l'université Loyola et ancien collègue de William dans ses années de gloire académique. « Marcus, » dit William, un mince sourire effleurant ses lèvres pour la première fois. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je sortais d'une réunion au centre-ville quand j'ai entendu de la musique classique dans la rue. » Expliqua Marcus, ses yeux évaluant rapidement la scène. « Il fallait que je voie qui jouait de l'Albéniz avec une telle technique. » Tyler intervint aussitôt. « Oh, vous vous connaissez, parfait, vous allez pouvoir être témoin de l'échec de votre ami. » Marcus le regarda avec ce regard particulier qu'il réservait aux étudiants les plus arrogants. « Et vous êtes ?»« Tyler Blackstone. Mon père possède Blackstone Music, la plus grande chaîne de magasins d'instruments du Sud. Et je vais prouver que ce type n'est qu'un imposteur. » Le nom Blackstone fit froncer les sourcils de Marcus. Cette entreprise était connue dans les cercles académiques pour ses pratiques douteuses, notamment ses tentatives d'influencer les programmes universitaires pour y promouvoir ses produits de piètre qualité. « Intéressant, » dit Marcus lentement. « William, puis-je te demander quelle pièce tu joues ?»« Asturias, version complète, » répondit William. Le jeune monsieur Blackstone l'a choisi lui-même. Marcus ne put retenir un sourire. S'il y avait bien une pièce que William maîtrisait avec une virtuosité absolue, c'était celle-là. Il l'avait vu l'interpréter dans des récitals où des salles entières finissaient en larmes. « Tyler, » dit Marcus en se tournant vers le jeune homme, « as-tu la moindre idée de qui tu défies ? Un mendiant qui croit savoir jouer de la musique classique, » répondit Tyler, méprisant. « Et franchement, que vous soyez son ami ne change rien. Un pari est un pari. » Marcus eut un léger rire. « Un pari ? Quel genre de pari ? S'il joue sans faute, il gagne ma Tesla, » dit Tyler en désignant la voiture rouge. « S'il échoue, il dégage de ce coin de rue et arrête d'importuner les gens honnêtes. Et tu publieras des excuses publiques sur tes réseaux, » rappela calmement William. Tyler leva les yeux au ciel. « Oui, oui, comme si ça allait arriver. » Marcus observa tour à tour William et Tyler, puis, à la surprise générale, sortit son téléphone et se mit à filmer. Tyler Blackstone
fils du propriétaire de Blackstone Music, pariant une Tesla contre un homme noir sans abri. Voilà qui mérite d'être documenté. Qu'est-ce que vous faites ? Demanda Tyler, soudain nerveux. J'enregistre un moment historique, répondit Marcus posément. Allez, William, montre à ce jeune homme ce que signifient vraiment 3 décennies d'études. La présence de Marcus changea complètement la dynamique. Il ne s'agissait plus d'un sans-abri humilié par un gosse de riche, mais d'un affrontement entre le vrai savoir et l'arrogance du privilège. Et désormais, un témoin respecté enregistrait tout. William réajusta sa guitare. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa posture. La honte et la résignation des 3 dernières années avaient laissé place à la confiance tranquille de celui qu'il avait été autrefois, un maître respecté de la guitare classique. « Marcus, dit-il doucement, tu te souviens de la technique de trémolo qu'on avait développée pour ce passage ?»« La technique Carter, répondit Marcus avec un sourire nostalgique. Elle a révolutionné la manière d'enseigner cette œuvre dans au moins 6 universités. Tyler observait leur échange avec un malaise croissant. Ils parlaient un langage technique qu'il ne comprenait pas du tout. Et pour la première fois depuis le début du pari, il se demanda s'il n'avait pas gravement sous-estimé son adversaire. « Bien, dit William en posant ses doigts sur les cordes, voyons si je m'en souviens encore. » Ce que Tyler ne savait pas, c'est qu'il allait assister non pas à une simple performance musicale, mais à la résurrection artistique d'un homme que la vie avait forcé à enterrer son identité pendant 3 longues années. William ne se préparait pas seulement à jouer une pièce difficile, il se préparait à redevenir lui-même. Dès les premiers accords complexes d'Asturias, sa technique fit hocher la tête de Marcus avec une admiration silencieuse. Tyler, lui, sentit grandir une angoisse glaciale. Il venait peut-être de parier contre un homme bien au-delà de ce qu'il pouvait comprendre, et encore moins battre. Les accords d'ouverture d'Asturias s'écoulèrent de la guitare usée avec une perfection telle qu'ils étouffèrent le vacarme de Bourbon Street. William ne se contentait pas de jouer la pièce. Il redéfinissait la manière dont elle devait sonner. Chaque note cristalline tranchait l'air chaud de la Nouvelle-Orléans comme une lame de pure maîtrise. Tyler sentit le sang quitter son visage lorsqu'il comprit que les 8 premières mesures étaient déjà techniquement parfaites. Ce n'était pas la performance hésitante d'un amateur, mais l'interprétation fluide et expressive d'un homme qui maîtrisait non seulement les notes, mais l'âme même de la composition. « C'est impossible », murmura Tyler. Marcus lui fit signe de se taire sans arrêter l'enregistrement. La technique de trémolo que William avait mise au point des années plus tôt, la célèbre technique Carter, transformait le passage le plus redoutable de la pièce en une cascade de notes semblant jaillir de plusieurs instruments à la fois. Ses doigts dansaient sur les cordes avec une vitesse et une précision qui laissèrent plusieurs musiciens bouche bée. « Mon Dieu !» chuchota une touriste fascinée. « Il joue 3 mélodies différentes en même temps. » Tyler cherchait désespérément une erreur, une imperfection qu'il pourrait utiliser pour discréditer la performance. Mais chaque passage était exécuté avec une clarté presque surnaturelle. La guitare usée résonnait comme un Stradivarius sous les doigts d'un maître. « Arrête !» cria soudain Tyler, la voix brisée. « Arrête ça !» William continua de jouer, non par défi, mais parce qu'il était entièrement absorbé par la musique. Pour la première fois en 3 ans, il jouait de nouveau comme le docteur William Carter, professeur titulaire, et non comme le mendiant des rues. « J'ai dit « Arrête !» hurla Tyler, fonçant vers lui. Marcus s'interposa aussitôt. « Touche-le, et tu auras bien plus de problèmes qu'un pari perdu, petit. » C'est à ce moment précis que William atteignit le passage le plus techniquement impossible de la pièce. Une série d'arpèges à vitesse extrême que seuls les plus grands virtuoses du monde pouvaient exécuter. Non seulement il le joua sans faute, mais il y ajouta des variations improvisées montrant une maîtrise totale de l'harmonie. La foule était désormais dense. Les téléphones filmèrent de partout, les musiciens de rue avaient cessé leurs propres morceaux et même des policiers s'approchaient, intrigués. « Tyler, dit calmement Marcus en continuant de filmer, sais-tu vraiment qui tu as défié ?»« Je me fiche de qui il était, répondit Tyler, mais sa voix tremblait. C'est une arnaque. Personne ne reste pauvre s'il a un tel talent. Tu as raison, répliqua Marcus avec un sourire froid. Personne ne reste dans la rue par choix quand il a ce niveau de compétence. Le docteur William Carter a perdu sa chaire à l'université Tulane à cause d'une campagne de diffamation orchestrée par des parents fortunés qui ne voulaient pas voir leurs enfants médiocres échouer. Tyler se figea. « Docteur Carter, le William Carter qui a écrit la méthode de guitare classique que j'ai étudiée à la fac ?»« Le même, confirma Marcus. L'homme que tu humilies publiquement est l'un des plus grands spécialistes de musique classique du sud des États-Unis. Ces méthodes d'enseignement sont utilisées dans plus de 50 universités. » La réalité frappa Tyler comme un coup de poing. Il avait défié non pas un simple musicien de rue, mais un maître de la guitare classique. Et pire encore, tout cela était filmé. William atteignit le climax final d'Asturias, là où Albéniz exige que le guitariste joue simultanément une mélodie aiguë, une harmonie médiane et une ligne de basse continue.
une technique si complexe que la plupart des conservatoires n'en enseignent qu'une version simplifiée. William la joua à la perfection avec une expressivité si profonde que plusieurs spectateurs se mirent à pleurer. « Arrête !» souffla Tyler, la voix tremblante. « S'il te plaît, arrête, je retire le pari. » William leva les yeux sans cesser de jouer. « Un pari est un pari, monsieur Blackstone. Ce sont vos mots, pas les miens. » Quand il fit résonner l'accord final, un accord plein, puissant comme un tonnerre musical, un silence de 5 secondes s'installa avant qu'une ovation tonitruante ne secoue toute la rue. « C'était incroyable !» cria quelqu'un dans la foule. « Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau !» lança un autre. Tyler, livide, tremblait en voyant des dizaines de personnes jeter de l'argent dans la boîte en carton de William. Pire encore, au moins 15 téléphones filmèrent la scène, y compris celui de Marcus, déterminé à garder cette preuve. « Les clés ?» dit William calmement en rangeant sa guitare. « Non !» protesta Tyler, reculant. « C'était une tricherie. Tu as menti sur qui tu étais. Je n'ai jamais menti, » répondit William paisiblement. « C'est toi qui as supposé. Tu as vu un homme noir vivant dans la rue et tu as cru qu'il t'était inférieur. Tes propres mots étaient n'importe quelle chanson, sans excuse. » Marcus s'approcha encore, filmant toujours. « Tyler Blackstone, fils du propriétaire de Blackstone Music, tu viens de perdre un pari public contre l'un des maîtres de la musique classique. Tiendras-tu parole? Vous ne comprenez pas ?» balbutia Tyler. « Mon père va me tuer. Cette voiture, ce n'est même pas la mienne, c'est celle de l'entreprise. Tu aurais dû y penser avant de parier ce qui ne t'appartenait pas, » répondit William. « Mais ne t'inquiète pas. Je ne veux pas ta voiture. » Tyler cligna des yeux, stupéfait. « Tu ne la veux pas ?» ?»« Non, » dit William en se relevant et en époussetant son pantalon. « Mais je veux 2 choses. D'abord, je veux que tu publies des excuses publiques sur tes réseaux sociaux. Non pas pour moi, mais pour toutes les personnes que tu juges selon leur apparence. Deuxième chose, » dit William d'une voix calme, « je veux que ta société fasse un don de 50 000 $ au programme de musique destiné aux communautés défavorisées. »« 50 000 ?» s'étrangla Tyler. « Le prix de l'humilité, » répondit William simplement. « Marcus a tout filmé. Tu peux accepter avec dignité ou je peux te poursuivre pour discrimination raciale. Preuve vidéo à l'appui. À toi de choisir ?» Un murmure parcourut la foule, visiblement acquise à William. Tyler regarda autour de lui, des visages hostiles, des téléphones levés et aucune issue. Il était acculé, publiquement humilié et complètement sans échappatoire. « D'accord, » souffla-t-il. « D'accord, je ferai ce que vous demandez. » William hocha la tête et tourna les talons. Mais Marcus le retint par le bras. « William, ce n'est pas fini. Tu dois revenir dans le milieu universitaire. Laisse-moi faire quelques appels. »« Merci Marcus, » dit William avec un petit sourire sincère. « Mais d'abord, je veux rejouer encore un peu. Cela fait 3 ans que je n'ai pas senti la musique couler ainsi. » Alors qu'il s'assit de nouveau pour accorder sa guitare, Tyler resta planté au milieu de la foule, réalisant lentement qu'il venait d'être détruit. Non par la force ou la richesse, mais par l'excellence pure de l'homme qu'il avait voulu humilier. Et William, ajustant ses cordes, comprit à son tour, la vraie justice n'était pas de détruire Tyler Blackstone, mais de rappeler au monde que la grandeur n'a ni couleur ni adresse et qu'elle ne s'achète pas. 3 mois plus tard, la vie de William Carter avait changé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. La vidéo de sa performance, filmée par Marcus et des dizaines de spectateurs, était devenue virale. Plus de 15 millions de vues sur toutes les plateformes. Le titre faisait le tour du monde. Un professeur d'université diffamé vit dans la rue, mais humilie un héritier arrogant par une performance magistrale. L'université Tulane, après 3 ans d'un silence gêné, lança enfin une enquête complète. Les faux documents furent exposés et les véritables responsables de la campagne de diffamation, y compris les parents fortunés qui avaient soudoyé le personnel administratif, furent poursuivis en justice. William fut non seulement réintégré, mais promu directeur du nouveau Centre pour la justice musicale, un programme innovant offrant une éducation musicale gratuite aux enfants des milieux défavorisés. Son salaire fut triplé et il reçut un budget de 2 millions de $ pour développer ses méthodes dans les écoles publiques du Sud. « Dr Carter, » déclara le doyen Davidson lors de la cérémonie de réouverture, « nous vous devons des excuses officielles. L'université a échoué, non seulement envers vous, mais envers nos propres valeurs, la justice et l'excellence académique. L'auditorium principal était plein à craquer. Plus de 800 personnes, étudiants, professeurs, journalistes et militants pour les droits civiques. Quand William monta sur scène pour recevoir les clés de son nouveau bureau, l'ovation dura plus de 5 minutes. Marcus Thompson, désormais son associé au centre, présenta les premiers résultats. 500 enfants inscrits, 15 professeurs embauchés, 12 écoles publiques se partenaires. William n'a pas seulement retrouvé sa carrière, dit Marcus, il l'a transformée en quelque chose de bien plus grand. Pendant ce temps, Tyler Blackstone vivait un tout autre destin. La vidéo virale avait fait de lui un symbole national du privilège et du préjugé.
Ses comptes sur les réseaux sociaux, autrefois inondés d'admiration, étaient désormais remplis de commentaires dénonçant son arrogance. Il perdit plus de 150 000 abonnés en 2 semaines. Son père, d'abord furieux à l'idée du don promis, changea d'avis quand il vit les dégâts sur l'image de l'entreprise. Blackstone Music perdait des contrats majeurs, boycottés par des communautés entières, associant désormais la marque à la conduite du fils. Dans une tentative désespérée de redorer son image, la société versa finalement 200 000 $ à des programmes de musique communautaires. Mon fils a ruiné notre réputation en un après-midi, confia M. Blackstone à un conseiller en communication. 20 ans à construire cette entreprise et il a tout détruit en 10 minutes. Tyler fut contraint, par un accord judiciaire, de suivre des cours de sensibilisation raciale et de faire du service communautaire pour éviter un procès pour discrimination. 3 fois par semaine, il se rendait au centre de justice musicale de William pour nettoyer les instruments et ranger les partitions. C'est ironique, observa William en le voyant astiquer une guitare classique. Il apprend plus sur la musique maintenant en côtoyant de vrais instruments qu'en des années de cours hors de prix. Le contraste entre les deux hommes était saisissant. William portait désormais des costumes élégants et conduisait une BMW offerte par l'université, tandis que Tyler, ayant dû vendre sa Tesla pour payer ses frais légaux, avait perdu son appartement de luxe. Un après-midi, pendant une session de service communautaire, Tyler prit enfin son courage à 2 mains. « Docteur Carter, dit-il d'une voix tremblante, je dois m'excuser. » William s'arrêta, leva les yeux. « Pour mes paroles ce jour-là, reprit Tyler les yeux rougis, pour tout, pour avoir cru que vous étiez inférieur à moi à cause de votre apparence, pour avoir voulu vous humilier, pour avoir gaspillé mon éducation musicale tout en ridiculisant la vôtre. » William hocha lentement la tête. « Tyler, tu as appris une leçon que beaucoup de privilégiés ne comprennent au jamais. La vraie valeur d'une personne n'est pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle sait créer, apporter et surmonter. » Le jeune homme déglutit difficilement. « Comment avez-vous réussi à continuer à jouer après avoir tout perdu? 3 ans dans la rue? Et vous n'avez rien oublié ?» William posa une main sur sa poitrine. « La musique ne se trouve pas dans les conservatoires ni dans les instruments parfaits, » expliqua-t-il doucement. « Elle est ici. Quand tu comprends cela, les circonstances extérieures ne sont que des obstacles temporaires. » 6 mois plus tard, William reçut une invitation qui symbolisait pleinement sa renaissance. Un concert solo au Carnegie Hall, à New York, lors d'un gala au profit des programmes d'éducation musicale urbaine. Le professeur autrefois brisé était redevenu le maître respecté. Et le monde entier, désormais, écoutait de nouveau sa musique. Le soir du concert, la salle était complète à craquer. Dans le public, aux côtés des critiques musicaux et des célébrités, se trouvèrent des centaines d'anciens élèves de William, des collègues universitaires et de jeunes étudiants du Centre pour la justice musicale. Marcus, installé au premier rang, filmait chaque instant. Lorsque William apparut sur scène, impeccable dans son smoking noir, tenant une guitare classique parfaitement façonnée, l'ovation fut immédiate et assourdissante. Mais le moment le plus émouvant survint lorsqu'il annonça sa première pièce. « Ce soir, j'aimerais commencer par Asturias d'Albéniz », dit William au micro, un léger sourire aux lèvres. Cette œuvre m'a rappelé récemment que la véritable musique transcende toutes les barrières artificielles que la société tente de bâtir. La performance fut transcendante. Les critiques du New York Times et du Washington Post la qualifièrent de l'interprétation la plus émotionnellement parfaite d'Albéniz de la décennie. Le concert permit de récolter plus de 500 000 $ pour les programmes de musique communautaire. Dans les coulisses, après les applaudissements, William eut une surprise inattendue. Tyler Blackstone se trouvait là, portant l'uniforme simple des bénévoles de l'événement, aidant à ranger les instruments. « Tyler, » dit William, sincèrement surpris, « que fais-tu ici ? » « J'ai demandé à mon superviseur de service communautaire de me transférer sur cet événement, » expliqua Tyler. « Je voulais te voir jouer sur la scène que tu mérites. Et je voulais te remercier. »« Te remercier ?» demanda William. « Oui, » répondit Tyler. « Merci de m'avoir appris que l'humilité n'est pas une faiblesse. Ces derniers mois, en travaillant avec de vrais instruments, en rencontrant des enfants qui étudient la musique malgré toutes leurs difficultés, j'ai enfin compris ce que la musique signifie vraiment. » William lui tendit la main et Tyler la serra avec respect. « Tyler, » dit William doucement, « tout le monde mérite une seconde chance pour découvrir qui il est vraiment. » 3 ans après, Bourbon Street. William Carter est aujourd'hui reconnu comme l'un des pédagogues musicaux les plus innovants des États-Unis. Son centre pour la justice musicale s'est étendu à 15 villes, impactant plus de 10 000 enfants chaque année. Il s'est réconcilié avec sa fille, qui travaille désormais comme assistante juridique dans son programme. Quant à Tyler Blackstone, il a terminé son service communautaire et décidé de reprendre ses études musicales, cette fois avec une perspective totalement différente. Il étudie désormais la pédagogie musicale et travaille à temps partiel au centre, non plus par obligation, mais par choix personnel. La leçon née de cette confrontation sur Bourbon Street a dépassé la musique et les préjugés.
Elle est devenue une histoire sur la vraie excellence, celle qui trouve toujours son chemin malgré les obstacles, et sur la capacité des plus privilégiés à reconnaître et respecter la grandeur quand elle se manifeste là où ils ne l'attendaient pas. Car au fond, ce qui importe n'est pas d'où l'on vient, mais ce que l'on est capable de créer, de partager et d'inspirer. La musique de William a prouvé que le véritable art n'a ni couleur, ni classe sociale, ni circonstance. Il ne connaît que l'âme humaine, dans sa forme la plus pure et la plus puissante. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à vos propres préjugés ou au pouvoir des secondes chances, laissez un commentaire en nous disant d'où vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits qui prouvent que la justice, lorsqu'elle s'allie à l'intelligence et à la dignité, finit toujours par trouver ceux qui la méritent.